Bonjour, 1223-2023, 800 ans vous l'aurez compté, 800 ans en l'occurrence de la collégiale Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, autour duquel vient de se tenir un colloque à la Diana, organisé d'ailleurs par la Diana, pour évoquer les aventures presque de cette collégiale incroyable sur beaucoup de plans. Bien sûr l'histoire, voulue par son fondateur, Guy IV, comte du Forêt, mais aussi par sa construction, un peu hors norme, on aura l'occasion d'en parler. Et puis on parlera aussi de la vie quotidienne et des récentes découvertes archéologiques, tout cela grâce à quelques-uns des intervenants qui ont bien voulu nous rejoindre maintenant pour cette émission sur RCF. Merci de nous avoir rejoints dans cette salle de la Diana qui se trouve mais pas très loin de la fameuse salle héraldique où se trouvent tous ces écussons qui représentent du roi au dernier féal du comte du Forêt, eh bien, ces nobles qui ont fait l'histoire du Forêt pendant des générations. Je vous présenterai au fur et à mesure, ça sera un petit peu plus simple si vous le permettez. Simplement, je vais peut-être signaler qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a bien voulu accepter d'être ce que nous avons appelé, il l'a accepté gentiment, d'être le candide de l'émission. Alors, c'est pas tout à fait un candide parce qu'il est dianiste, il fait partie de cette association historique qui est la Diana, donc il en sait sans doute au moins un peu plus que moi en la matière. Il connaît bien sûr, cette collégiale. Pour autant, vous n'êtes pas l'un des savants qui sont intervenus aujourd'hui, Jean-Marc Ferret. Et j'avoue que j'ai envie de poser la première question. Au terme de cette journée de colloque, qu'est-ce que vous avez peut-être retenu? Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus dans ce que vous avez entendu? C'est peut-être d'avoir découvert que, en côtoyant Notre-Dame d'Espérance depuis 70 ans, je ne savais rien sur sa véritable histoire. J'ai appris effectivement qu'elle avait 800 ans, mais je l'ai appris en même temps que tous les autres Montbrisonnais. Parce que c'était presque une évidence qu'elle était là. Ben, elle était là. Et sans savoir, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre au cours de ce colloque, ce qui avait été... Alors j'avais quelques notions déjà, parce qu'il y avait eu d'autres conférences qui en avaient parlé, mais qu'elle était vraiment originale par rapport à beaucoup d'autres. D'abord parce qu'elle était une vraie collégiale et non pas une collégiale rapportée, si j'ai bien compris, comme un certain nombre proche de chez nous, à commencer par Savonnet-le-Château, si j'ai bien retenu la leçon. Originale parce qu'elle était pas seulement une fantaisie du comte de Forêt de se dire je veux, à l'exemple de certains, avoir mon mausolée, si je puis dire. Non, c'était un vrai projet, ça a été fort bien expliqué, un vrai projet politique au sens de ce qu'était la politique de l'époque, c'est-à-dire mêlée en même temps à son appartenance au catholicisme. Donc, je veux avoir un édifice qui soit une représentation de ma dynastie, puisque c'est d'abord là où seront enterrés les comtes de Forêt, en mémoire du passé, du présent et de l'avenir. Donc ça, c'était, je pense, déjà intéressant de le retenir. Qu'ensuite, c'était un projet donc politique, plus humain. Ça me permet d'affirmer mon vrai pouvoir, et pas seulement parce que je fais construire un bâtiment représentatif, mais en même temps parce que j'aurai la main sur le chapitre qui sera constitué autour de la collégiale, et j'aurai la main intégrale. Non seulement la main, mais sont des gens qui sont un peu aussi à son service. Oui, mais parce que justement, c'est lui qui les aura nommés, choisis, et il les aura choisis pour plusieurs raisons, et notamment parce que ce seront des gens généralement instruits et très instruits, et dans lesquels il pourra choisir ses administrateurs. Donc il aura vraiment le pouvoir, puisqu'il les aura choisis, et ensuite il les prendra à son service. Et puis, une remarque qui m'a paru aussi intéressante dans toutes les réflexions qui ont été faites, c'est d'avoir intégré la collégiale dans une vision urbanistique, c'est-à-dire que sa collégiale, elle fait partie intégrante de la ville,
Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas passer devant la collégiale si vous traversez la ville. C'est parce qu'elle est vraiment, au sens propre et figuré, partie intégrante. Donc elle manifeste en permanence le pouvoir du comte de Forêt, mais sur l'avenir, plus que sur le seul temps où lui-même va être comte de Forêt. Et c'est pour cela que les ducs de Bourbon, qui ont succédé au comte de Forêt, ont manifesté à travers les décennies leur intérêt pour Notre-Dame d'Espérance. Voilà qui me paraît bien résumé. Abbé Bruno Martin, vous avez été le premier intervenant de ce colloque. Vous êtes recteur de la cathédrale de Saint-Étienne, historien, entre autres choses. Oui. Effectivement, c'est bien résumé. Très bien. Je pense que M. Chopin, qui est intervenu après moi, pourra dire en quelques mots l'originalité de la Fondation Montbrisonnaise. Mais il me semble que pour les auditeurs, il serait quand même intéressant de rappeler ce qu'est une collégiale, parce que comme Jean-Marc Ferret vient de le dire, on donne ce titre à différentes églises, Saint-Symphorien-sur-Coise ou Saint-Bonnet-le-Château. Là, il s'agit vraiment de ce type de fondation complètement disparue aujourd'hui, qui partait d'abord du fait qu'un seigneur, suffisamment fortuné, donnait des revenus pour un certain nombre de places de canonicats, de places de chanoines, c'est-à-dire d'ecclésiastiques qui ne sont pas des religieux, ils sont des prêtres séculiers, comme on dit, et à charge pour eux, dans un lieu donné, de remplir des fonctions religieuses déterminées par le fondateur, en l'occurrence célébrer des messes, chanter l'office solennel à la mémoire du fondateur, de sa lignée, des défunts de la lignée. Ces chanoines n'avaient aucune activité pastorale, comme nous dirions aujourd'hui. Leur seul, qui est assez incroyable par rapport à aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Je le citais à la fin de mon intervention. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait à peu près une trentaine d'ecclésiastiques, pas tous prêtres, qui étaient ici à Montbrison et qui assuraient 175 messes par semaine. Sans aucun fidèle. Sans aucun fidèle. La collégiale Notre-Dame d'Espérance a été immense, sauf pour des occasions exceptionnelles comme l'entrée de François Ier, n'accueillait pas des foules de fidèles. Il y avait 3 églises paroissiales à Montbrison. Sans non plus de mission caritative. Pour la gloire de Dieu et le prestige du comte que ces hommes exerçaient cet office, ce qui nous paraît complètement inusité aujourd'hui, mais ça faisait partie du dispositif sacral, comme le disait M. Matteoni, de la période médiévale et jusqu'à la période moderne, pratiquement. Cela a duré jusqu'à la Révolution. M. Matteoni, l'un des intervenants parisiens du colloque. Hervé Chopin, vous êtes docteur en histoire, vous êtes médiéviste, vous avez justement mis en avant le côté original de cette création de la collégiale Notre-Dame à Montbrison. Ce que relève à l'instant le père Bruno Martin, c'était vraiment aussi une originalité où ça correspondait à ce qui se faisait, ce qui pouvait se faire ailleurs en France. Il a été cité les Bourbons, donc à Moulins par exemple, il existe aussi une collégiale. Est-ce que c'était une façon d'être presque plus que de faire qui se retrouvait à l'époque au XIIIe siècle? Alors, au moment où la collégiale est fondée, en 1223, en réalité, il y a très peu, dans le diocèse de Lyon, il y a aucune collégiale séculière qui ait été créée par un laïc. Donc déjà, ça en fait une première originalité. La deuxième originalité qu'on peut voir dans le cadre un peu plus large du diocèse, c'est qu'en dehors des fondations du XIe siècle, par exemple, que ce soit dans l'ancien diocèse de Clermont ou dans l'ancien diocèse de Mâcon, à Beaujeu, par exemple, eh bien, entre ce XIe siècle, un large XIe siècle, et ce début du XIIIe siècle, on n'a quasiment pas de fondation de collégiale séculière par un laïc. Donc là, je trouve que ça fait de replacer en fait cette fondation dans un contexte un peu plus large, ça permet de voir justement à quel point cette fondation se distingue des autres fondations qui sont plutôt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fondation de laïcs. Les laïcs au XIIe siècle, par exemple, ils vont plutôt avoir tendance à fonder des communautés religieuses, des cisterciens, oui, complètement monastiques pour le coup. Voilà, exactement. Mais une fondation, une communauté de chanoines
de chanoines séculiers, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la région depuis le XIe siècle, en fait. Jean-Marc Ferret, entre guillemets, notre Candide tout à l'heure, disait que ça avait été une façon pour Guy IV, le comte de Forêt de l'époque, lorsqu'il a créé cette fondation, d'asseoir son pouvoir. Il faut rappeler qu'il était le neveu de Renaud de Forêt, donc archevêque de Lyon. Tout ça, ça situait dans un contexte où le roi de France était encore un peu loin. La France n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui, bien entendu. Non, pas du tout. Et puis le diocèse de Lyon, en fait, il est en terre d'empire à ce moment-là. Donc déjà, ça change complètement la vision qu'on a des choses. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que cette fondation, elle arrive 50 ans après un acte qui est passé entre l'archevêque de Lyon, Guichard de Pontigny, et puis l'aïeul de Guy IV, donc Guy II. C'est ce qu'on a appelé la permutatio, c'est-à-dire après presque un siècle, si ce n'est un peu plus, de conflits entre l'archevêque de Lyon et le comte de Forêt et de Lyon, eh bien, on va procéder à un échange de terres pour mettre fin à ce conflit. Et du coup, 50 ans après, une fois que la situation est un peu pacifiée et que, en plus, on a un archevêque de Lyon qui est de la famille comtale, eh bien, on crée cette fondation. Donc, une fondation avec des fins mémorielles, puisque c'est vraiment l'église dynastique, même si la famille de Forêt avait déjà fondé la Bénisson-Dieu et dans laquelle certains membres de la famille avaient pu être inhumés. Peut-être un tout petit mot, excusez-moi, je vous interromps, sur ce qu'on appelle la pierre d'honneur, qui est toujours visible dans l'abside de la collégiale, et qui a été, on dirait, posée aujourd'hui par bien le comte Guy IV de Forêt, justement. Que dit-elle, cette pierre, et qu'est-ce qu'elle symbolise ? Alors cette pierre, on peut lui donner différents noms, hein. Ça peut être aussi la pierre de consécration. Et donc, elle synthétise de manière très rapide les éléments principaux qu'on a dans l'acte de fondation. Donc, elle est posée 3 ans après l'acte de fondation, puisque la charte, elle date de 1223, et la pierre est posée en 1226. Et on retrouve justement les éléments qui ont été cédés, la donation en tant que telle, comme le disait le père Martin juste avant. La donation, donc, c'est-à-dire le château de Moins, et puis des dîmes. Voilà, il ne faut pas oublier tout ça parce que c'est un système aussi juridique et économique qu'il y a derrière. Vous voulez compléter pour la petite histoire, Martin, parce que c'est un élément qui est de la légende dorée montbrisonnaise, c'est que le comte, d'après ce qui nous est dit, avait demandé à son fils, le futur Guy V, qui était encore enfant, de poser la pierre avec le sentiment que ses mains seraient plus pures pour offrir à Dieu et à Notre-Dame l'édifice qui allait être construit. Parce qu'en 1226, il ne devait pas y avoir grand-chose, à part les piquets qui devaient délimiter l'espace de la construction future. Oui, et puis à la mort du comte Guy IV, il ne devait pas y avoir non plus encore un bâtiment vraiment terminé. Oui. RCF. Les 800 ans de la collégiale de Montbrison, c'est au cœur de cette émission aujourd'hui sur RCF, avec nos invités qui sont des intervenants du colloque qui s'est déroulé ce vendredi 14 avril à la Diana à Montbrison. J'aimerais que Madame Lydie Brunetti, vous preniez le micro, s'il vous plaît. Vous êtes docteur en histoire et vous êtes intervenue, vous, sur Notre-Dame de Montbrison à l'époque moderne. Alors, effectivement, la vie des chanoines était-elle, on l'imagine évidemment, que non, ne pouvait pas être la même que celle qui était celle des chanoines au XVe siècle ou au XIVe siècle. XVe siècle, puisque c'est la date à peu près de la fin de la construction de la collégiale. Qu'est-ce qui vous a retenu, vous, dans cette vie des chanoines au XIXe siècle, où l'Église est en reconstruction, on peut dire, dans tous les sens du terme, après la Révolution française ? Oui, alors j'ai effectivement intervenu sur la période des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Oui, puisque l'époque moderne, excusez-moi, c'est moi qui fais une erreur en histoire, c'est avant le XIXe siècle, effectivement. Voilà, effectivement, parce que après la Révolution française marque le point d'arrêt du chapitre collégial.
il y a la nationalisation des biens du clergé, la dissolution des ordres religieux, et à la suite de ça, il n'y aura plus de chanoines à la collégiale Notre-Dame. Au XIXe siècle, nous avons tout simplement des curés, voilà, qui vont prendre soin de la collégiale et qui vont pousser pour embellir le bâti qui a souffert pendant la Révolution française, qui a souffert de dégradation, qui a souffert d'une brève période où le culte n'a plus été célébré sous le régime de la Terreur. C'est devenu le temple de la raison, entre autres. C'est devenu le temple de la raison, effectivement, le culte de la déesse raison qui était la pierre angulaire du nouveau culte révolutionnaire, notamment sous la Terreur, avec le terrifiant Claude Javogue dans le Forêt, qui a fait beaucoup de mal à la fois à la collégiale et aux chanoines. Alors revenons sur cette vie des chanoines à l'époque dite moderne, donc 16e, 17e, 18e siècle. Ils conservaient leur rôle d'administrateurs, d'hommes qui perpétuaient encore le souvenir des comtes du Forêt, puis des Bourbons derrière eux. Alors en fait, la rupture majeure donc, au XVIe siècle, c'est que le comté de Forêt passe à la couronne de France. Donc c'est par le jeu, on va dire, des successions, des décès des derniers Bourbons, passe ensuite, et la trahison du connétable de Bourbon, juste avant la reprise en main de François Ier. Le comté de Forêt entre dans le royaume de France, et donc la collégiale devient une refondation royale, donc avec François Ier qui entre en grande pompe à Montbrison à cette occasion, voilà, qui prend possession de la collégiale, qui prend possession du comté avec une cérémonie grandiose dans l'enceinte de la collégiale. On le fait chanoine d'honneur de la collégiale. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on va avoir le point de bascule où les chanoines, au final, ne vont plus être les administrateurs d'un pouvoir comtal proche, mais on va dire, effectivement, on va avoir une perspective à la fois plus nationale, puisque le patron est le roi de France, mais voilà, l'administration française va se déporter sur Paris, naturellement. On va perdre un peu le rôle d'administrateur pour effectivement avoir un rôle finalement plus religieux. Ouais, juste rapidement, on est passé donc des comtes du Forêt. Il n'y a plus d'héritiers, il n'y a plus qu'une héritière un jour, Anne-Dauphine, qui va épouser un Bourbon, si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça que la famille de Bourbon va entrer en jeu dans l'histoire de la collégiale, jusqu'au fait que, bien un jour, il n'y aura plus non plus d'héritiers. Rappelez-nous l'histoire de la trahison du connétable de Bourbon. Abbé Martin. C'est lié au conflit entre François Ier et Charles Quint. Les Bourbons, s'étant estimés déçus par les promesses du roi, ont en fait pactisé avec Charles Quint. Et le dernier connétable de Bourbon est mort en 1527 sous les murs de Rome, dans l'assaut lancé par les lansquenets stipendiés par Charles Quint contre le pape Clément VII qui ne voulait pas... Voilà, avait pris, lui, le parti de François Ier. Enfin, tout ça est une histoire un petit peu compliquée. Mais de toute façon, la race des Bourbons s'éteignait d'elle-même par manque d'héritiers mâles. Donc, et la mère de François Ier, Louise de Savoie aussi, fait valoir des droits pour récupérer un apanage qui lui apparaissait financièrement très intéressant. Voilà, c'est toute une histoire assez compliquée. Mais les fondations religieuses médiévales ont été accomplies jusqu'en 1790. Les messes de fondation des comtes ont été célébrées dans la collégiale jusqu'en 1790. Effectivement, dans un rôle plus religieux, effectivement, et mémoriel de la lignée des comtes. Alors, il y a aussi un aspect qui m'a frappé dans ce que j'ai pu entendre, notamment cet après-midi, c'est comment cette dévotion, tout cet aspect religieux a été, pas transformé, mais c'est beaucoup tourné vers la Vierge, et comment ça a été aussi une façon, entre guillemets, de faire de la politique, parce que est intervenu le dogme de l'Immaculée Conception, et ici, c'est quelque chose qui a été très vite accepté. Je vois que vous hochez de la tête, Abbé Martin. Monsieur Chopin n'a pas l'air tout à fait d'accord. On va écouter peut-être Monsieur Chopin, si vous le voulez bien, puis après l'Abbé Martin.
Alors, ce culte à la Vierge, l'Immaculée Conception, ici, c'était ce que l'on prenait, mais c'était pas forcément encore répandu partout. C'était une façon quand même, à l'époque, de s'opposer, donc c'était avant François Ier, au roi de France. Alors, le culte, la dévotion à l'Immaculée Conception, elle existe déjà au XIIe siècle, oui, au chapitre cathédrale, puisqu'il y a une lettre de Saint Bernard, justement, qui le leur reproche. Donc, on l'a déjà dans la région. On l'a aussi en Normandie et on l'a en Angleterre. Bon, là, du coup, c'est assez lié. Et du coup, malgré les remarques de Saint Bernard, il semble quand même qu'on conserve encore cette dévotion à l'Immaculée Conception, ce qui fait du diocèse un peu un cas particulier. Ensuite, c'est vrai que c'est ce qu'a montré Olivier Matteoni cet après-midi, c'est que à partir du Concile de Bâle, on autorise, c'est-à-dire que ce n'est pas encore un dogme, mais on autorise cette dévotion de manière un peu plus libre. Et du coup, la famille de Bourbon s'en empare. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle l'hyperdulie, en fait, c'est-à-dire le culte de la Vierge, c'est quelque chose qu'on repère en fait de manière diachronique depuis des périodes, quasiment depuis le 5e siècle. En fait, il n'y a jamais eu de pause. Notamment ici, vous voulez dire ? Alors à Lyon, c'est vrai que bien sûr. À Lyon, on est à Montbrison, mais comme c'était le diocèse de Lyon et que c'est resté dans le diocèse de Lyon pendant longtemps, certaines choses ont perduré, oui. Père Bruno Martin, votre hochement de tête. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça vient à Lyon, en fait, par l'influence anglaise. C'est en Angleterre qu'apparaît pour la première fois au XIe siècle l'idée de l'Immaculée Conception, et par des relations très constantes entre l'Angleterre et le diocèse de Lyon, c'est arrivé à Lyon. C'est pour ça que les chanoines se font taper sur les doigts par Saint Bernard, qui ne l'admettait pas, Saint Bernard grand chant de la Vierge Marie. Cela dit, il me semble que dans la pratique du diocèse jusqu'au XIXe siècle, c'est la grande fête de la Vierge, c'est le 8 septembre. Le fameux vœu des échevins, c'est à Lyon, et les différents vœux qui peuvent se faire au moment des grandes pestes du XVIIe siècle, c'est plutôt le 8 septembre. C'est seulement au XIXe siècle que le 8 décembre prendra le pas sur cette fête mariale. Un dernier mot, Hervé Chopin, là-dessus. Non, en fait, on retrouve souvent, par exemple, dans les testaments, des fondations, ou même dans les indulgences qui sont données par les papes au Moyen-Âge, par exemple au XIVe siècle. Quand on parle de ces indulgences, elles sont données parfois, quand c'est une église qui est sous le vocable de la Vierge, aux 5 fêtes de la Vierge. Donc, du coup, il y a aussi quand même celle de l'Immaculée Conception. Ceci explique un peu cela, peut-être. Oui. RCF. Toujours dans cette émission autour du 800e anniversaire de la collégiale de Montbrison et du colloque organisé par la Diana ce 14 avril, justement bien sûr à Montbrison. Alors, vous êtes encore le grand muet de cette émission, Christophe Mattevaud, et pourtant, vous êtes l'un des artisans, des personnes qui font finalement quelque part l'histoire, parce que vous êtes archéologue, vous faites partie, entre autres, d'une société dont je vais vous laisser donner le nom en entier, de même que M. Chopin, d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Donc, je suis archéologue. Je travaille à la Diana, donc à Montbrison, et chercheur associé au laboratoire lyonnais Larare. Et donc, l'archéologie, là où les archives et les livres ne révèlent pas d'informations, eh bien, la pierre et la truelle de l'archéologue peuvent faire parler certains indices, et nous l'intérêt de pouvoir aussi passer sous le prisme de l'archéologie cette église collégiale. Et on en a d'autant plus besoin que cette collégiale, Madame Lydie Brunetti l'a évoqué tout à l'heure, a été victime de Javogue pendant la terreur. Auparavant, il y a eu le fameux baron des Adrets
qui a aussi fait pas mal de mal ici, et donc des archives, surtout pendant la Révolution bien sûr, qui ont disparu, des archives écrites bien sûr, même s'il reste des objets que l'on peut voir d'ailleurs pendant l'exposition qui a eu lieu jusqu'en juillet dans la salle héraldique de la Diana. Donc aujourd'hui, plus que jamais peut-être, et plus que jamais dans ce lieu-là, l'archéologie apporte des choses. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver encore et qu'est-ce que vous avez trouvé récemment qui nous parle de ces gens qui ont vécu bien, il y a peut-être 800 ans, justement? Alors, les découvertes peuvent être anciennes et sont souvent le fait ou ont été réalisées grâce à des travaux sous la houlette d'ecclésiastiques et qui étaient très éclairés sur les questions patrimoniales et architecturales. Donc on peut avoir, dès le milieu du 19e siècle, dans le cadre des travaux, des sépultures qui sont retrouvées ou des peintures murales qui sont découvertes lors de l'installation de boiseries. Et puis plus incidemment, lors de travaux, par exemple, de déblaiement des voûtes, on peut trouver du petit mobilier d'artisans du 18e siècle, qui témoignent d'une activité, des écuelles, des choses de la vie quotidienne. Un jeu de cartes, tout un petit nécessaire, assez touchant, de ce qui a pu se passer dans les coulisses, j'allais dire, des charpentes de la collégiale. Et puis on a tout le quartier autour, tout le quartier canonial qui conserve encore des maisons, qui certes ont été transformées pour la plupart, mais qui peuvent conserver dans les greniers ou dans les caves quelques éléments qui datent effectivement du Moyen-Âge, dont notamment une maison canoniale qui a conservé des peintures murales du XIIIe siècle et qui se trouve dans l'emprise du futur musée de la Diana et qui, j'espère un jour, pourront être restaurées. Elles datent essentiellement du milieu du XIIIe siècle et sont à rapprocher peut-être des peintures qui ont été découvertes au XIXe siècle aussi dans le cœur de l'église collégiale. Donc il y a tout un terrain d'investigation qui se présente à l'archéologue et qui laisse encore de belles perspectives de découverte. Alors je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais effectivement l'église est vraiment dans le cœur de la ville, qui est bien sûr urbanisée, des maisons anciennes qui existent encore, mais qui ont forcément été transformées. L'archéologue doit être un peu frustré là de temps en temps, parce que comment ça se passe, c'est finalement du domaine privé. Alors l'archéologie, vous avez raison, c'est pas que la fouille dans le sol. L'archéologie du bâti s'intéresse à l'histoire des édifices. Donc en particulier évidemment l'église, qui n'a pas fait l'objet jusqu'à présent d'une étude détaillée. On a pu entendre effectivement cet après-midi les interprétations sur les styles employés dans l'architecture par Nicolas Reveron, mais on aimerait bien une étude un peu plus détaillée et qui pourra se faire, on l'espère, plus tard. Et la possible découverte d'éléments dans des greniers peut encore survenir. C'est tout à fait... Alors, il faut évidemment tenir compte du fait que toutes ces maisons ont évolué au cours des temps et elles ont pu être transformées. Donc, il reste peu de traces, mais elles sont sans doute là à attendre qu'un archéologue les découvre dans les générations futures. C'est ça aussi l'archéologie, et finalement vos interventions, vos communications de cet après-midi, elles rejoignaient ça, c'est derrière l'histoire avec un grand H, il y a évidemment tous les gens qui ont vécu au jour le jour, chacun à sa place, le comte, le chanoine, le doyen, mais aussi sans doute l'habitant de Montbrison qui voyait ces gens-là, qui vivaient avec, qui peut-être reversaient une dîme justement aux chanoines. C'est aussi ça l'archéologie, c'est faire revivre toutes ces imbrications entre la grande et la petite histoire. Oui, tout à fait. Elle concerne tous les aspects. Elle s'intéresser à l'histoire de la collégiale, c'est s'intéresser au maçon qui a posé une pierre, s'intéresser au charpentier, s'intéresser à la vie d'un chanoine, s'intéresser à la vie d'un servant d'un chanoine, s'intéresser au peintre qui a réalisé les peintures. Donc on a vraiment tout un pan de la société. C'est pas une histoire
qui s'intéresse uniquement au phénomène canonial. C'est vraiment tout un pan de société. L'univers urbain aussi, comment s'insère l'Église et comment s'insèrent les chanoines dans la vie urbaine à Montbrison. Donc effectivement, ça balaye un vaste champ qui n'est pas exclusif. Voilà. Alors, cette collégiale, elle a eu plusieurs temps, grands temps historiques, bien sûr, mais j'aimerais peut-être que chacun me dise, on est dans la dernière partie de l'émission, peut-être ce qu'il retient. Alors, vous avez eu vos propres interventions, vous avez vos propres disciplines préférées dans lesquelles vous vous investissez au quotidien, mais peut-être en écoutant les uns les autres, est-ce qu'il y a quelque chose que Jean-Marc Ferret, notre candide du début, disait, ben voilà, moi j'ai retenu entre autres cette originalité. On pourrait revenir notamment sur les voûtes et sur l'originalité architecturale qui nous était décrite tout à l'heure par Monsieur Reveron. C'est assez inattendu. Il faut dire que la cathédrale, pas la cathédrale, c'est un lapsus intéressant, puisqu'elle Montbrison a tout fait pour que la collégiale devienne cathédrale, ce qui n'est pas arrivé. Mais cette collégiale a eu cette originalité architecturale. Alors, on commence, Monsieur Chopin, Hervé Chopin. On terminera en 1 minute avec vous, Martine Fong. Vous êtes secrétaire générale de la Diana et l'une des organisatrices du colloque. En quelques mots, ce que je retiens, c'est vraiment... alors, ça sera peut-être pas propre à Montbrison, mais c'est le cas pour tous les édifices comme ça qui ont une histoire. C'est que ils ont une histoire, ils ont tous une histoire formidable dont on peut avoir on peut connaître des petits moments, des petits événements, et que comme ça, en fait, ça permet de voir l'évolution à la fois des hommes qui ont vécu, des hommes et des femmes, qui ont vécu autour de ce bâtiment, dans le bâtiment. Moi, c'est surtout cet aspect. En fait, ça reprend un peu ce que disait Christophe Madevaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chanoines, mais il y a aussi tout le monde, en fait. Une société. Toute la société, ouais, voilà, c'est ça. C'est une église qui reflète à différents moments la société. Lydie Brunetti, ce que vous retenez peut-être de cette journée de colloque? Moi, ce que je retiens surtout, c'est la permanence. La permanence de l'édifice, 800 ans, et elle est encore debout. On ne peut pas dire cela de tous les édifices religieux, malheureusement. Certains ont disparu, certains ont été désaffectés ou sont tombés en ruine. Et là, on a notre collégiale. Je pense qu'en tant que Montbrisonnais, je suis fière d'avoir une belle collégiale qui a survécu au temps, qui a survécu à toutes les vicissitudes de l'histoire, et qui est encore active aujourd'hui dans sa fonction cultuelle, bien sûr, mais aussi paroissiale, culturelle. Et culturelle. Voilà. Je pense que c'est important de faire vivre et continuer à faire vivre son patrimoine. Merci. Père Bruno Martin. Moi, vous savez, je me sens dans la peau de l'usurpateur, puisque c'est moi qui occupe l'église qui n'aurait jamais dû devenir la cathédrale à Saint-Étienne. Non, ce que je voudrais relever, c'est, on ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est que le père de l'historiographie forésienne, c'est le chanoine Jean-Marie de la Mure, sacristain de la collégiale au milieu du XVIIe siècle. Sans lui, nous n'aurions énormément d'éléments qui seraient perdus parce qu'il a été l'historiographe et du Forêt et des ducs de Bourbon aussi. Et donc c'est grâce à un chanoine de Montbrison que les pauvres historiens que nous sommes arrivent à tenir encore des discours aujourd'hui, malgré l'absence de documents, là où les archéologues ne nous ont pas encore fourni tout ce qu'ils pourraient nous fournir. Jean-Marc Ferret, vous avez commencé l'émission. Pour autant, en termes de ce tour de table, quelques mots. Par rapport justement à ce qui vient de se passer et au sujet qui était de réintégrer l'histoire de Notre-Dame d'Espérance dans notre société. Bien, l'élément que je retiendrai, c'était le nombre de personnes qui sont venues, alors que le sujet pouvait paraître un peu éthéré de par les conférences prévues. Et donc, ils ont montré, en venant faire salle pleine, que précisément le bâtiment et son histoire et ce qu'il représentait était un sujet qui leur paraissait important. Encore contemporain, encore contemporain. Ils disent, eh bien oui, finalement, comme vous venez de le dire,
nous avons un bâtiment qui mérite que nous nous intéressions à son histoire, et parce que c'est l'histoire aussi de Montbrison telle que Montbrison évolue. Et ce n'est pas du passé, c'est du présent. Et ça, je crois aussi que c'est un aspect alors, très différent comme réflexion, mais qui symbolise l'attachement d'une population à son patrimoine et à ce que ça représente en termes historiques et politiques peut-être aussi. On termine avec vous, Christophe Matevaux, l'archéologue, avec un grand A aujourd'hui, parmi les intervenants. Plutôt l'homme du passé, a priori, l'archéologue. Jean-Marc Ferret vient de parler du présent. C'est l'homme du futur, mais je crois que ce qu'il faut retenir de cette journée d'études, c'est les regards complémentaires qui ont été portés sur l'Église collégiale. Donc aussi bien avec le père Martin, une vision sur l'institution, qu'avec Hervé Chopin sur une ouverture un peu plus régionale, sur la représentation et le fort attachement qu'on a pu y voir avec les ducs et les comtes de Forêt avec M. Matteoni. Donc là, on a vraiment un regard croisé qui permet de faire le point. Et en tant que chercheur, on n'est pas spécialiste de tous les domaines, donc c'est très intéressant de pouvoir avoir aussi le regard de confrères sur des périodes différentes et avec un regard croisé. Martine Font, le mot de la fin, vous êtes secrétaire générale de la Diana, vous avez été l'une des organisatrices de ce colloque. Le croisement des regards, ça vous va bien comme définition de cette journée ? Ça me va très bien. Et en même temps, ce ne sont pas de pauvres historiens, l'abbé Martin, qui sont venus parler aujourd'hui de la collégiale. Ce sont de doctes, professeurs et docteurs. Et ils ont su rendre accessible cette collégiale, la rapprocher de la communauté. Et moi, j'ai trouvé en tant que spectatrice, auditrice, qu'on apprenait beaucoup de choses sur la... Ils ont su nous la rendre très proche et finalement, on se l'est un petit peu plus appropriée. Voilà, et je voulais les remercier d'avoir su mettre leur érudition à la portée de tout le monde. Il y aura bien sûr des actes du colloque. Bien sûr. On ne sait pas encore comment ils vont être publiés, mais il y aura des actes du colloque, soit dans le bulletin de la Diana, soit en édition spéciale. Eh bien, merci encore à tous, bien sûr Martine Font, Hervé Chopin, Lydie Brunetti, Abbé Martin, Jean-Marc Ferret et Christophe Matevaux. Et merci à Emmanuel Bouissière pour la réalisation technique.